Bien, merci à vous d'être présents ce soir. Merci évidemment à l'Institut Marcel Wiman pour cette invitation, à laquelle j'ai très volontiers répondu, puisque j'ai gardé un excellent souvenir de mon précédent passage dans ces lieux, à l'occasion de la chaire qui m'a été offerte il y a 5 ans pour présenter un ouvrage antérieur. Cet ouvrage que je vous présente ce soir, je n'étais absolument pas destiné, je dirais, à l'écrire. Il m'est un peu tombé dessus, dans les circonstances que je vais rappeler en introduction. Il est le fruit du choc que j'ai éprouvé, comme je suppose chacune d'entre vous, au printemps 2020, lorsque s'est déclenchée la pandémie de la Covid. Il se trouve que dans les toutes premières semaines de cette pandémie, j'ai eu le bonheur de tomber sur un certain nombre d'articles qui m'ont convaincu de ce qu'il s'agissait d'une manifestation éminente de ce que je n'identifiais pas encore comme étant la catastrophe écologique, puisque cette pandémie était en fait une zoonose. Une zoonose, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. En fait, c'est une forme tout simplement de grippe aviaire, comme il avait déjà existé une bonne série depuis la fin des années, évidemment comme je suis français, je dirais 90, vous diriez 90, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc depuis la fin des années 90 et notamment dans le courant des années 2000. J'étais à ce moment-là en pleine rédaction d'un autre ouvrage que j'ai laissé en plan, qui était tout simplement la suite de celui que j'étais venu présenter quelques jours avant, puisque la chaire précédente s'était déroulée, je crois, dans les tout premiers jours de mars. Le 2 mars. Oui, voilà. Donc c'est en rentrant que les choses ont commencé à se gâter très rapidement, dans les premiers jours, dans la deuxième semaine du mois de mars. Et certes, cet ouvrage devait être consacré devait constituer une partie de la suite de l'ouvrage que je vais vous présenter, portant sur en fait, les développements du capitalisme contemporain, dans lequel j'avais déjà intégré un chapitre sur ce que j'appelais encore à l'époque la crise écologique. Ça veut dire comprendre cela. Et en fait, c'est le noyau dont je suis parti pour cet ouvrage-là. Mais je n'imaginais pas que ça allait m'entraîner, je dirais, dans les développements que ça a connus. Alors, il y a eu antérieurement déjà une préoccupation d'ordre écologique, mais qui était très limitée. Bon, ma thèse de doctorat, que je rédige dans les années 80, qui porte sur la crise du mouvement ouvrier en Europe, comprend déjà un chapitre dans lequel j'étudie la manière dont le mouvement ouvrier européen de l'époque se trouve impacté par le développement de la crise écologique, qui n'avait pas encore pris les allures catastrophiques qu'on lui a vu prendre. Et même antérieurement, dans le premier ouvrage que je publie à la fin des années 70, c'est ça qui s'intitule « L'économique fétiche », j'ai retrouvé un passage, excusez-moi, ça va un peu cuistre de se citer soi-même, mais un passage qui s'intitulait « La réduction, destruction de la poésie naturelle dans et par le monde de l'économie ». Je dirais, ce que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage, c'est jamais que le développement de cette formule. Cette formule dont je n'avais pas encore à l'époque, je dirais, toute l'armature conceptuelle qui me permettait de la développer. Mais il y avait déjà quelque chose de cette idée-là. Quand je prends conscience de l'étendue et de la profondeur, surtout de la catastrophe écologique à la faveur de cette pandémie, évidemment, mon premier réflexe de marxiste que je suis tombé dans le marxisme tout jeune, et l'effet de ce bain est permanent chez moi. Donc j'ai commencé par me rabattre sur mes classiques, c'est-à-dire sur Marx et la tradition marxiste, pour voir ce qu'elle avait à me proposer. J'ai trouvé des choses diverses, tout à fait valables pour certaines, même certaines excellentes, mais en fait, j'ai rapidement dû, je dirais, me détacher de cela, parce que ça m'obligeait à naviguer entre Caride et Lycina. Caride, des gens qui expliquaient que Marx n'avait pas grand-chose à nous dire sur la catastrophe écologique contemporaine, que le peu qu'il en avait dit, c'était vraiment très peu, et que d'ailleurs il était obéré, tout ça a été obéré par un productivisme
qui rendaient Marx finalement très peu fréquentable. Et à l'autre pôle, on avait au contraire, du côté de Silla, en quelque sorte, des gens, notamment du côté états-unien, des gens comme Paul Burkett ou John Bellamy Foster, plus récemment, ça nous vient plutôt du Japon, donc Kohei Saito, pour nous expliquer qu'en fait tout se trouve déjà chez Marx et qu'il y a en quelque sorte qu'à déployer ce que Marx nous offre à ce sujet. Alors je voudrais préciser, ça me donne l'occasion de dire, j'ai toujours considéré que importait peu ce que Marx avait dit ou fait, ou n'avait pas dit ou pas fait, et que importait surtout ce que nous avions ou nous pouvions dire ou faire à partir de son héritage. Un héritage qu'il nous faut évidemment recueillir et dans lequel il y a sans doute un tri à faire, mais qu'il nous faut surtout faire fructifier en le confrontant à des problèmes qui ont été pour certains des problèmes auxquels Marx était déjà frotté, mais aussi et surtout des problèmes auxquels Marx n'avait pas eu l'occasion de se frotter du tout, mais où il y avait néanmoins peut-être des choses dans Marx qui étaient tout à fait précieuses. Et en fait, j'en ai trouvé immédiatement deux qui vont constituer, je dirais, ma colonne vertébrale. En fait, c'est jamais que le marxisme classique, vous allez voir. Il y a d'abord chez Marx un concept, et qui est d'ailleurs le concept auquel lui-même Marx, vous savez, vous ne savez pas peut-être, mais il y a un texte célèbre qu'on a exploité beaucoup dans la tradition marxiste, qui se trouve en préface de la contribution à la critique de l'économie politique, où Marx, vous imaginez l'œuvre de Marx, et vous imaginez Marx devant résumer en 20 lignes sa propre démarche intellectuelle. Nécessairement, ça donne quelque chose qui est extrêmement condensé et quelque part tout à fait réducteur de sa pensée. Mais il tient à mettre en évidence dans ces 20 lignes un concept qui est fondamental, c'est le concept de rapports sociaux de production. Les rapports sociaux de production constituent pour Marx la base structurelle de toutes les sociétés. Mais que sont ces rapports sociaux de production? Ce sont les rapports que les hommes entretiennent entre eux dans l'acte par lequel ils s'approprient la nature à travers le travail. Et ces rapports présentent une double face. Ce sont des rapports des êtres humains entre eux, en même temps que des rapports des êtres humains avec la nature. Autrement dit, il y a dans ce concept de rapport de production je dirais une intuition écologique fondamentale, à savoir qu'il en va de l'espèce humaine, en fait, comme toutes les espèces, elle ne peut se constituer que dans le rapport qui la lie au milieu, à cette différence près évidemment que, contrairement aux espèces animales, ce rapport a une dimension active fondamentale à travers le processus de travail, qui est un processus d'appropriation de la nature via sa transformation. Mais l'idée fondamentale, c'est bien ça. On ne peut pas comprendre comment une société fonctionne si on ne comprend pas la manière dont elle fonctionne par rapport à la nature. Et inversement, on ne peut pas comprendre la façon dont elle fonctionne par rapport à la nature si on ne comprend pas la façon dont elle fonctionne en interne, dans les rapports que les êtres humains, membres de ces sociétés, constituent. Donc, c'est déjà pour moi une intuition essentielle. Si l'on veut rendre compte de la crise, en fait, de la catastrophe écologique, il faut s'intéresser aux rapports de production dans notre société. Et là, deuxième apport fondamental de Marx, évidemment, il nous a fourni une analyse des rapports capitalistes de production, c'est-à-dire des rapports de production dans lesquels nous vivons, qui est une analyse absolument irremplaçable et qui n'a pas été déplacée depuis. C'est-à-dire, pour comprendre comment se structurent encore les rapports des êtres humains entre eux dans l'acte par lequel ils s'approprient collectivement la nature, l'analyse que fournit Marx est absolument irremplaçable. Donc je suis parti de ça. Je dis il faut faire avec ça. C'est-à-dire il faut faire avec l'idée que au centre de la catastrophe écologique, il y a tout simplement la dynamique des rapports capitalistes de production. Et l'ouvrage tient là-dedans. Donc à partir de là, l'organisation de l'ouvrage est extrêmement simple à comprendre. Il y aura une vaste première partie, un premier tome en fait, qui réunit les trois premières parties de l'ouvrage, où je parle d'abord, évidemment, de la catastrophe dans laquelle nous sommes engagés dans ces différentes dimensions. Et ce tome s'appelle, le premier tome de l'ouvrage s'appelle une catastrophe écologique planétaire. Le deuxième tome, qui comprend les 4 parties suivantes de l'ouvrage, constitue le cœur de l'ouvrage. C'est-à-dire, je reprends moment après moment l'analyse des rapports capitalistes de production pour montrer comment ces moments-là structurent littéralement
la catastrophe écologique, c'est-à-dire comment ces moments sont fondamentalement écocidaires. Il me reste ensuite, dans un dernier tome, qui regroupe les 3 dernières parties de l'ouvrage, à reprendre en fait cette analyse, c'est-à-dire en fait, à la compléter, c'est-à-dire reprendre ce que j'ai déployé d'une manière synchronique, dans une perspective diachronique, c'est-à-dire en fait de faire l'histoire de cette catastrophe, ou d'éclairer du moins certains aspects de cette histoire. Donc je vais maintenant passer tout simplement en revue ces différentes parties, et vous allez me suivre pas à pas, en quelque sorte, dans cet ouvrage. La première partie est intitulée État des lieux. Alors c'est une première partie où je ne prétends absolument rien apporter de neuf. Je me propose tout simplement de faire la synthèse de tout, enfin, oui, disons, de l'essentiel des données actuellement disponibles, scientifiquement disponibles sur la situation écologique actuelle qui présente des aspects proprement catastrophiques. Et ma simple volonté a été de montrer le caractère systémique de cette catastrophe. Alors il a fallu que je prenne en ordre pour l'exposer. J'ai procédé en fait en allant du macro vers le micro, c'est-à-dire des aspects les plus globaux de la catastrophe en question vers les aspects les plus restreints, les plus micros, et en procédant en même temps je dirais, de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire de ce qui semble le plus lointain par rapport à nous, êtres humains, jusqu'à ce qui nous concerne le plus directement dans cette catastrophe. Il y a 5 chapitres qui passent en revue donc, les principaux aspects de cette catastrophe. Le changement climatique, bon, j'insiste pas, tout le monde sait de quoi il s'agit. Les altérations graves que subissent certains milieux écologiques globaux, ce que j'appelle les milieux écologiques globaux, c'est par exemple les océans et les mers, c'est par exemple les zones humides, c'est par exemple les forêts. J'insiste en particulier, je m'arrête en particulier sur tout ce qui concerne les océans, parce que c'est une véritable, on n'a pas idée de la manière dont nos océans se dégradent et combien ils sont en train de mourir, notamment sous l'effet du réchauffement et de l'acidification, et des pollutions multiformes qui affectent les eaux marines. Je m'arrête aussi, bon ça c'est un petit clin d'œil à l'Antiquité, ce que j'ai appelé l'épuisement des quatre éléments, les 4 éléments classiques, la terre, l'eau, l'air et le feu. Bon, la terre, sur les sous-sols, inutile de signaler à quel point les ressources du sol s'épuisent sous l'effet de l'agriculture capitaliste, du sous-sol sous les effets de l'extractivisme capitaliste, combien nos eaux sont polluées et combien se dégrade la qualité et la quantité de nos réserves d'eau potable. L'air, bon, tout le monde a entendu parler de la pollution de l'air, je m'arrête aussi sur certains aspects de cette pollution auxquels on ne prête pas assez attention, en l'occurrence la pollution sonore et la pollution visuelle. Et il y a le feu. Alors le feu, on me dira, bon, ça fait un peu antique, oui et non. Je n'ai pas réalisé moi-même, j'ai appris moi-même, en faisant ce travail, que les 9/10 de l'énergie primaire mondiale, c'est le feu, ça reste le feu. Ça veut dire, ça reste la combustion des fossiles, des combustibles fossiles ou de la biomasse. 9/10 de l'énergie dont nous disposons, c'est encore du feu. C'est-à-dire, on n'a pas, sous cet angle-là, on n'est absolument pas sorti de la préhistoire. On est encore, on n'a pas conscience de ça, mais là, je dirais, l'électricité ici, l'électricité n'est pas une source d'énergie primaire, c'est une source d'énergie secondaire, il faut autre chose pour la produire. Par exemple, c'est du feu nucléaire, ou du feu thermique, de façon générale. Je m'arrête aussi sur l'appauvrissement de la biodiversité, c'est quelque chose qui est aussi bien connu, biodiversité au niveau micro, c'est-à-dire la biodiversité génétique, ou biodiversité au niveau macro, c'est-à-dire la biodiversité spécifique, et enfin sur les atteintes à la santé humaine, qui résultent un peu de l'ensemble des facteurs précédents, c'est-à-dire de l'accumulation du changement climatique, des pollutions diverses, de l'autobiorésistance, c'est une catastrophe à feu doux qui nous menace, tous,
et évidemment la multiplication des zoonoses sur laquelle je me reviendrai. Donc, première partie, tout simplement pour mettre en quelque sorte le drame en place. Voilà où nous en sommes. Mais la présentation de la situation, en l'occurrence, ne serait pas complète si je n'étudiais pas plus près la manière dont on a réagi, ou tenté de réagir, ou faire semblant de réagir. Et quand je dis on, c'est-à-dire les puissants qui nous gouvernent. Les grands groupes capitalistes, les gouvernants en responsabilité des États, les institutions multinationales, etc. Ça m'amène donc, dans une deuxième partie, à me pencher sur la thématique du développement durable. J'ai intitulé cette partie « Développement durable entre demi-mesures et promesses sans lendemain ». Les plus anciens dans cette salle, j'en fais partie, se souviendront sans doute des années 70 et de la publication, ça avait fait bruit à l'époque, du fameux rapport du Club de Rome en 1972, intitulé « Limite de la croissance », traduit mal en français par « halte à la croissance », et l'alarme que ça avait provoqué, y compris dans les rangs, je dirais, des possédants et des puissants à l'époque. C'était un peu quand même la panique pendant un petit moment, et je montre que la parade a été trouvée très rapidement à la faveur je dirais, des travaux de l'OCDE et d'autres officines du même genre. On a dit, mais ce n'est pas très grave, on va réformer le capitalisme et on va en faire en fait un capitalisme écologiquement compatible, on va initier un développement durable parce qu'il sera écologiquement soutenable. Et donc j'ai essayé de faire le bilan de ce que cela a donné. Alors je rappelle d'abord ce que je viens de vous dire, et puis je passe en revue un certain nombre de politiques qui ont été menées au nom de ce développement durable. Alors certaines de ces politiques ont enregistré ce que j'appelle des succès partiels, des demi-succès. On peut compter à ce titre-là, par exemple, la résorption du trou dans la couche d'ozone, ou encore l'atténuation des puits acides, ou encore la suppression de l'essence au plomb, et plus généralement la lutte contre la pollution atmosphérique urbaine. Tout ça a été rendu possible parce qu'en fait les solutions étaient très simples. Les solutions techniques étaient à portée de main, ce n'était pas très coûteux pour le capital, et celui-ci a accepté qu'il faille en passer par une régulation étatique. Par contre, ce même paradigme du développement durable a manifesté son échec manifeste et à grande échelle dans le cadre de ce qui a été appelé la lutte, en fait l'absence de lutte, contre le changement climatique, dans le cas qui a été initié à partir de 1992 dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Bon. Depuis, les COP se sont succédés, on en est maintenant à la 30e, je crois, c'est ça, non, qui vient de se tenir, dans la conférence la plus générale d'ailleurs, et j'ai évidemment inutile de dire que tout ça est un échec total. Ce qui est caractéristique de l'absence de ces politiques, c'est la procrastination continue. Il était toujours temps de remettre au surlendemain ce qu'on aurait pu faire dès l'avant-veille, et un sabotage même délibéré. Et derrière quoi, il y a évidemment les profondes contradictions qui divisent la soi-disant communauté internationale, notamment évidemment le conflit entre le nord global et le sud global. Il y a aussi eu une intense lobbying des groupes pétroliers et gaziers, et il y a eu surtout, ce que je montre, l'absolue impossibilité d'une transition énergétique à l'intérieur du capitalisme. Donc, de ce point de vue-là, ce paradigme a fait complètement échec. D'ailleurs, ce paradigme, c'était du vent ou du paravent, comme on verra, parce que, et c'est l'objet de la troisième partie, en fait, dès les années 80, se font entendre d'autres voix, toujours du côté des puissants et des possédants, qui consistent à dire que la solution n'est pas du tout dans la promotion d'un capitalisme vert. La solution consiste simplement en fait, à redoubler la mise, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, ce que j'ai intitulé le jusqu'au boutisme du business as usual, qui consiste à dire, en fait, ce qui a créé les conditions de la catastrophe écologique,
pas ça, ce qui a créé les conditions des problèmes écologiques que nous rencontrons, c'est également ce qui va nous permettre de les résoudre. Il suffit de pousser la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire de pousser jusqu'au bout l'utilisation de moyens économiques, de moyens technologiques ou de moyens idéologiques. Alors les moyens économiques, c'est très simple. Ça consiste à dire, jusqu'à présent, évidemment, on a fait des dégâts à la nature tout simplement parce qu'on n'en a pas tenu compte. Mais la meilleure manière d'en tenir compte est en fait de faire rentrer la nature dans le marché. Parce que du moment où on fait rentrer la nature dans le marché, évidemment, les éléments naturels se mettent à avoir un coût et tout le monde devra en tenir compte. Ça sera par exemple la promotion des marchés des droits à polluer, c'est-à-dire des droits à émettre des gaz à effet de serre, n'est-ce pas, ou ce sera la mise au point de marchés de droits à effectuer des destructions écologiques moyennant compensation, c'est-à-dire des droits à compenser les destructions écologiques, les atteintes à la biodiversité que l'on effectue sur certains sites, à condition de s'engager à financer des reconstitutions d'autres sites pour qu'il n'y ait aucune perte nette de biodiversité. Je montre évidemment que ces politiques sont des échecs manifestes, mais je montre plus fondamentalement que ces politiques n'ont strictement aucun sens, parce qu'elles sont fondées sur un ensemble de postulats, notamment la capacité à établir des métriques qui ne sont absolument pas disponibles. Deuxième type de moyens qu'on prétend actionner ou avoir actionné dans ces conditions-là sont les moyens de type technologique. Alors, je passe en revue toute une série de technologies qui sont promues et mises en œuvre, d'ailleurs, d'ores et déjà. Donc certaines ne sont manifestement pas à la hauteur des enjeux. C'est le cas, par exemple, des énergies dites renouvelables. Soit dit en passant, vous verrez que l'ouvrage, parce que vous livrez l'ouvrage, je demande de près, n'en doute pas, que l'expression, c'est-à-dire en soi déjà, ça en dit non, l'expression énergie renouvelable n'a strictement aucun sens. Physiquement, ça n'a aucun sens. On ne peut pas consommer deux fois le même kilowattheure d'électricité, de chaleur, de ce que vous voudrez, n'est-ce pas? On ne peut pas brûler deux fois le même kilo de... L'énergie n'est jamais renouvelable. Elle est toujours dépensée. Et la deuxième loi de la thermodynamique dit même que si elle se conserve quantitativement, elle se dégrade quantitativement et elle se dégrade selon, je dirais, un vecteur qui fait qu'elle est de moins en moins utilisable. Donc il n'y a pas d'énergie renouvelable. Il y a toujours, tout au plus, des sources d'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Ben, je montre que, en fait, ces sources d'énergie renouvelable ne sont pas à la hauteur du problème, du moins dès lors que le problème consiste à continuer à produire des mégawatts de plus en plus, c'est-à-dire continuer, je reviendrai un moment, à poursuivre dans la voie du productivisme capitaliste. Ou alors il s'agit de technologies qui aggravent le problème qu'ils prétendent résoudre. C'est le cas par exemple pour le nucléaire, c'est le cas pour les biocarburants, c'est le cas pour la voiture électrique. Ou alors il s'agit même de, je dirais, de moyens qui sont proprement délirants. Hein. Je vise par là, par exemple, tous les rêves de géo-ingénierie, c'est-à-dire on va résoudre le problème du changement climatique en trafiquant le climat, par exemple en ensemençant l'atmosphère avec des sulfures de soufre ou en ensemençant les océans avec de la linane de fer et autre chose du même genre, c'est-à-dire c'est des jeux d'apprentis sorciers qui peuvent conduire très rapidement vers des catastrophes encore beaucoup plus grandes. Et enfin, le dernier moyen qu'on prétend actionner, qu'on actionne de genre, maintenant, c'est des moyens idéologiques. Alors j'en passe un certain nombre en revue. C'est par exemple l'idée que on va sauver la planète en faisant des petits gestes. Hein. On coupe l'eau quand on se brosse les dents. Vous faites ça tous les jours, je suis pour un. Et puis on fait le tri de nos déchets. On peut faire ça aussi. Pas. Donc il faudra un petit geste à chaque fois. Bon. Ou encore, tant pis, il faut courir le risque. C'est la modernité. Hein. Nous sommes des modernes. Et la modernité est placée sur le fait qu'elle se sait, c'est une modernité réfléchie, à la bec, n'est-ce pas, en courant le risque. Ou encore, alors ça c'est la grande invention française, n'est-ce pas, c'est l'unique, il faut être résilient. Hein, il faut être résilient, c'est-à-dire il faut savoir prendre les chocs de la figure, rester debout. Hein, parce que même pour la prochaine fois que vous crèverez de chaleur, planité, répétez-vous, je suis résilient, je suis résilient, je suis résilient. Vous ça passera tout de suite. Bon. Je montre qu'en fait, derrière cela, il y a une forme
de véritable négationnisme écologique qui se pratique. Alors, ce négationnisme était particulièrement virulent en ce qui concerne le changement climatique, actionné notamment par, évidemment, derrière cela, il y a tous les grands lobbies pétroliers et gaziers. Et il y a même, j'en donne des exemples nets, un véritable cynisme qui consiste à dire on sait qu'on va avoir la catastrophe. Et on sait que ça va coûter la vie à une grande partie de l'humanité, mais on s'en fout parce qu'on n'en fait pas partie. Et la chose se dit comme telle. Il faut le savoir. Je cite des textes pour montrer. Et c'est pas de, je dirais, c'est pas d'avant-hier. Il y a des, c'est-à-dire que ça se dit comme ça dès les années 90. Dès les années 90, vous avez des gens qui disent oui, c'est bon, d'accord, c'est pas grave. On fera avec. Il y a eu d'autres chocs dans l'histoire du capitalisme. On ne va pas mourir pour autant. Enfin, nous, du moins, nous n'en mourrons pas. Les autres. Voilà donc le panorama de la situation actuelle dans l'état des lieux écologiques et dans l'état des lieux des politiques qui ont prétendu y faire face. J'aborde maintenant le deuxième tome. Le deuxième tome, j'ai dit, ça consiste en fait à montrer que tout ça a une matrice dynamique. Cette matrice, ce sont les rapports capitalistes de production et leur dynamique de reproduction. Donc je passe en revue, un par un, quelques-uns, parce que j'ai dû sélectionner quelques-uns des principaux moments de ces rapports pour montrer en quoi ils sont écocidés. Le premier moment fondamental des rapports capitalistes de production, qu'on a tendance un peu à oublier, et pourtant Marx ne cesse d'insister là-dessus en montrant que c'est vraiment l'originalité fondamentale du capital comme rapport de production par rapport à tous les rapports de production qui ont pu se succéder dans l'histoire, c'est l'expropriation des producteurs. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les producteurs directs, c'est-à-dire ceux qui opèrent la transformation de la nature dans l'acte social de travail, ces producteurs ne sont plus à aucun titre ni propriétaires ni possesseurs des moyens de production qui mènent à l'œuvre. Ils sont séparés de ces moyens. Ils sont aussi, par conséquent, séparés de tous les moyens qui leur permettent de produire par eux-mêmes leurs moyens de subsistance. Ils en sont réduits au statut de ce que Marx appelle des individus nus, c'est-à-dire des individus qui ont pour seule propriété leur propre personne et la puissance de travail, la force de travail, qui était inhérente, pourrait-on dire, à tout être humain en tant que tel. La capacité qu'il a, cet être humain, à fournir un travail sous quelque forme que ce soit, ou sous une forme particulière déterminée par sa formation. Et une puissance dont ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. La seule destination qu'elle peut avoir, c'est de trouver quelqu'un qui trouve un usage à cette puissance dans le cadre, par exemple, d'un rapport salarial. Alors ça n'a de rien, semble être à des antipodes de la catastrophe écologique. En fait, on est au cœur. Car le premier des moyens de production, le plus fondamental des moyens de production qui est donné à l'être humain, c'est la terre. La terre, le sol, le sous-sol, et évidemment, être exproprié des moyens de production, c'est d'abord être exproprié du sol. Et là aussi, Marx ne cesse d'indiquer, de montrer que combien est fondamental le fait que combien le capital n'a pu se former en définitive. Alors, pour ceux qui sont un peu confrontés à Marx, la chose est dite notamment, mais ce n'est pas essentiellement ce qu'il a voulu dire, notamment sous la forme de, quand il retrace dans la dernière section du livre du capital, l'accumulation primitive, il montre comment ça se produit dans l'Angleterre moderne, sous la forme, par exemple, des intelligences, qui consiste à littéralement chasser les paysans à la terre. Alors ça, en fait, une conséquence immédiate pour ce qui nous concerne. Parce que être séparé de la terre, c'est être séparé à travers la terre, quelque part de la nature. C'est créer les conditions de ce que j'appelle une aliénation de la nature. C'est-à-dire une condition dans laquelle la nature nous devient étrangère et nous devenons nous-mêmes étrangers à la nature. Alors, j'essaie de montrer comment ça se décline dans des choses qui sont connues, mais qui ne sont jamais analysées, ou jamais aperçues sous cet angle-là. C'est d'abord, premièrement,
la destruction, dissolution, quelquefois c'est la destruction violente, quelquefois c'est la longue dissolution, des communautés paysannes qui pendant des millénaires avaient constitué le cadre même dans lequel s'est opérée l'existence même. Communautés, sociétés paysannes traditionnelles qui reposaient sur l'agriculture au sens large, l'agriculture qui impliquait toujours la polyculture, qui impliquait toujours le polyélevage, qui impliquait toujours aussi, on l'oublie, un artisanat domestique extrêmement important, et des communautés qui vivaient dans un rapport symbiotique. Je reprends le concept ici écologique de symbiose pour montrer qu'effectivement, ce qui caractérisait ces sociétés, c'était la symbiose avec le milieu naturel dans lequel ils constituaient, et qui était plus ou moins respectueuse, je dis bien plus ou moins parce qu'il y a aussi eu là des effets catastrophiques, les écosystèmes locaux dans lesquels ils étaient insérés. C'est aussi, à partir de là, le chemin ouvert au développement de cette monstruosité, parce que c'est une monstruosité. Le deuxième tome, vous verrez, j'ai choisi les couvertures à chaque fois, le deuxième tome, vous verrez, ça dit on ne voit pas ici parce que les tomes sont dans le coffret, vous verrez, on voit une série de moissonneuses batteuses placées les unes à côté des autres, une vue aérienne qui avance sur un front de plusieurs centaines de mètres. C'est monstrueux. L'agriculture capitaliste est une monstruosité qui repose sur la mécanisation et la chimisation du travail agricole, qui a un seul but, non pas de nourrir l'humanité, ils s'en foutent complètement de nourrir l'humanité. La seule chose qui les intéresse, c'est d'accroître la productivité du travail agricole, d'accroître les rendements agricoles, tout ça pour faire en fait baisser la valeur de la force de travail. La terre ici, plus que considérée comme un facteur de production, comme n'importe quel autre. C'est en troisième lieu l'exode rural. Là aussi, c'est devenu tellement évident pour nous qu'on ne fait plus attention. Mais l'exode rural, c'est ce qui nous amène à vivre ici, par exemple. Voilà, un milieu complètement artificiel, complètement abstrait. Un milieu de béton, par exemple, de plastique, je reviendrai encore. C'est-à-dire un milieu dans lequel nous n'avons plus aucune expérience immédiate, aucun rapport immédiat avec ce que j'appelle la poiesis naturelle, c'est-à-dire avec l'idée qu'il y a une capacité d'autoproduction de la nature qui est particulièrement vivante dans le milieu. Enfin, quand même, de temps en temps, on s'en rend compte parce que tout à l'heure, on était bien heureux de trouver, par exemple, refuge sur le vent devant la librairie des presses universitaires de l'université, parce qu'il tombait une vraie drache, comme vous dites. Et cette vraie drache, écoutez, c'est de la poiesis naturelle. Hein. Alors, mais bon, c'est la nature, on ne fait plus que la subir. On ne voit pas du tout que nous sommes en fait partie prenante d'un processus. Bon, c'est un ennui. La nature nous ennuie. Hein. Si on pouvait écarter les draches, on s'en porterait encore bien mieux. D'accord? Et cette dernière fois, je m'arrête parce que vous l'avez déjà deviné à travers les allusions que j'ai faites aux zoonoses. La nature, pour nous, elle existe sur un double mode. C'est la nature, ce que j'appelle la nature externe, nature en dehors de nous, l'environnement naturel, mais c'est aussi la nature interne. Nous, chacun d'entre nous, chacune. Excuse-moi. J'ai oublié. Chacune d'entre nous est un fragment de la nature. Notre corps est un fragment de la nature. Nous existons à ce titre-là aussi. Et par conséquent, la catastrophe écologique n'affecte pas seulement l'environnement naturel, mais affecte aussi notre corps. Et j'essaie de montrer comment, cette perte de contact à travers les différents éléments que j'ai cités, destruction des communautés paysannes, développement de l'agro-industrie, etc., va se traduire, par exemple, dans le développement de la modification des pratiques alimentaires multiples, et en particulier, il m'arrête sur la malbouffe. Sur la malbouffe, dont on connaît aussi aujourd'hui à quel point elle affecte nos corps, c'est-à-dire à quel point elle multiplie la prévalence
de l'obésité, la prévalence du surpoids encore plus généralement. Aux États-Unis, pour vous donner une idée, aux États-Unis, le dernier chiffre disponible, c'est vers 2022, je crois, hein, il y a les 4/5e de la population adulte, 18 ans et plus, qui est en situation de surpoids. Les 4/5e, dont une petite moitié, c'est-à-dire 45%, en situation d'obésité. Autrement dit, c'est un fléau social, je dirais. Pour que, à cause de ça, il y a évidemment une partie de cette population qui dit, moi, elle bouffe aussi au sens où elle ne mange pas tout le temps à sa faim, mais ça en participe. Mais je dirais, on a cette manière d'intoxiquer complètement nos corps. On n'a pas besoin d'attendre la prochaine zoonose pour en mourir. On en meurt là, à petit feu, à tout. Le deuxième moment des rapports capitalistes de production, sur lequel je m'arrête, est peut-être le plus difficile à saisir. Bon, vous avez tous entendu parler, évidemment, de ce que Marx traite longuement, de ce concept qu'est la valeur, de montrer que le capital est une valeur en procès, une valeur qui se conserve et qui s'accroît constamment dans un processus cyclique où elle passe de la forme marchandise à la forme argent et réciproquement, et que le capital, c'est jamais que de l'argent qui se valorise. Cette valorisation, Marx le montre, elle s'opère évidemment à travers l'appropriation par le capital du travail humain. Autrement dit, à travers le travail humain de la nature. Donc ce que je vais essayer de montrer, ce que j'ai essayé de montrer dans cette 5e partie de l'ouvrage, c'est combien le capital affecte la nature à travers la manière dont elle affecte directement le travail humain. Alors, j'ai repris ici une intuition, enfin j'ai repris à titre d'intuition un développement qui chez Marx est sérieusement charpenté conceptuellement. Marx montre que dans la manière dont le capital s'approprie le travail humain, il y a en gros deux moments, deux phases. Le capital commence, dit Marx, d'abord à dominer le travail formellement. Parce que, évidemment, le capital ne tombe pas comme ça du ciel, il se forme historiquement à un moment donné, et il se forme dans des conditions où il trouve le travail humain sous différentes formes, hein, formes agricoles, artisanales, proto-industrielles, etc., qu'il n'a pas produit lui-même. Et il doit, dans un premier temps, se contenter de la manière dont le travail existe, tel qu'il se présente immédiatement. C'est ce que Marx appelle domination formelle. Ça consiste simplement pas, par exemple, les artisans, les paysans artisans produisant les uns du fil, les autres du tissu, opérant dans les campagnes, il va les réunir dans une manufacture, mais les procès du travail resteront fondamentalement les mêmes. Et puis, de cette phase de domination formelle, le capital passe à une phase que Marx appelle de domination réelle, où le capital se met à transformer fondamentalement la manière dont le travail s'effectue. Et Marx détaille très longuement le processus, évidemment, là aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça passe par différentes formes et phases. La première phase, c'est la manufacture, moi je fais allusion, puis vient l'industrie mécanique tendant à l'automatisation, et vient même l'automation, parce que, je signale pour ceux qui l'ignoraient, parce que ça s'ignore encore, bien que l'automation n'existait pas, n'avait strictement aucune existence du temps de Marx, Marx est arrivé à prévoir que c'est ce vers quoi tendrait, dans certains procès de travail et certains segments des procès de travail, la domination formelle. En fait, un procès de travail totalement automatique dans lequel l'agent de production ne fait plus que surveiller un système de machines qui fonctionne automatiquement. Ça n'existait pas du temps de Marx, mais Marx a montré que c'est ce vers quoi on a. Donc j'ai repris cette idée en disant, dans l'appropriation de la nature qui s'opère à travers l'appropriation du procès de travail par le capital, il faut aussi distinguer deux formes. C'est-à-dire une forme où cette appropriation est purement formelle, et cette appropriation purement formelle de la nature, c'est ce qui se produit, qui continue à se produire d'ailleurs, parce que cette appropriation formelle peut perdurer même de nos jours. Ça consiste à vraiment, pour le capital,
parce qu'il ne peut pas faire autrement, ou parce qu'il ne veut pas faire autrement, à prendre les réalités naturelles telles qu'elles se présentent à lui immédiatement, c'est-à-dire sans modifier leurs caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques des matières qu'il s'approprie de cette manière-là. Et au contraire, il peut procéder à une appropriation réelle dès lors qu'il se propose de modifier fondamentalement les propriétés de la matière qu'il s'approprie. C'est-à-dire à produire en quelque sorte une matérialité tout à fait originale, une matérialité qui soit spécifiquement capitaliste. Alors ça peut paraître un peu curieux ce que je veux dire, mais ça consiste simplement à dire que le capital a mis en évidence, d'ailleurs c'est un acquis aussi civilisationnel du capital, qu'il y a dans la matière des potentialités que la nature comme telle n'a pas directement actualisées. Et ça consiste à actualiser ces potentialités. Ou ça consiste au contraire à virtualiser des potentialités que la nature a actualisées, mais qu'il s'agit au contraire de brider et de faire disparaître. Alors je vous montre ainsi que, par exemple, on peut comprendre comment opère, de manière générale, l'industrie capitaliste par rapport à la nature. Ça consiste, par exemple, à forcer la nature à produire ce qu'elle ne produit pas spontanément. Par exemple, des matériaux artificiels, comme le béton, comme les tissus textiles synthétiques, comme les plastiques omniprésents, comme les semi-conducteurs, ou produire des êtres vivants artificiels, les OGM, voire à produire des êtres humains artificiels, depuis la PMA jusqu'au cyborg, c'est-à-dire jusqu'à l'être humain, comme disent ces tenants, ces furaires, des êtres technologiquement augmentés. Ça peut consister aussi, inversement, à forcer la nature à ne pas produire ce qu'elle produit spontanément. Et c'est par exemple ce en quoi consiste essentiellement l'agriculture capitaliste. Pensez par exemple à ce que c'est que la monoculture. La monoculture, ça consiste à prendre une espèce et à la séparer de toutes les autres espèces pour la cultiver à part. Mais il n'y a rien de tel dans la nature. Jamais la nature ne nous donne l'exemple d'une espèce vivante qui se développe toute seule. Elle se développe toujours dans des rapports complexes à d'autres espèces vivantes à l'intérieur même des écosystèmes. C'est d'ailleurs ça ce qui caractérise même un écosystème. C'est la pluralité des espèces vivantes qui sont en synergie les unes avec les autres. Ou ça consiste par exemple à séparer les espèces de leur biotope. C'est ce qui a lieu dans l'élevage. Dans l'élevage fait en stabulation et qui va jusqu'à l'extrême horreur de l'élevage hors sol. C'est-à-dire d'animaux parqués dans des box, 1 mètre carré pour un porc par exemple, qui ne pique pas depuis sa prime en France pour éleveur jusqu'au moment de son abattage. Et ça consiste enfin, troisième modalité, à reproduire artificiellement la nature. Alors reproduire artificiellement la nature, ça peut sembler curieux, mais c'est exactement par exemple ce qui se produit lorsqu'on se propose dans les pratiques de compensation et de perte de biodiversité, à reproduire des milieux naturels, généralement après dégradation de ceux-ci, en prétendant reconstituer ainsi des milieux tels qu'ils ont existé auparavant. Ou ça peut consister à produire des milieux naturels totalement artificiels. Par exemple, des plantations d'arbres, que l'on dit être des forêts, qui n'ont strictement rien à voir avec des forêts. Ce sont de pures plantations d'arbres, par exemple. Le troisième moment des rapports capitalistes de production sur lequel je m'arrête vous semblera plus familier parce que c'est celui sur lequel généralement la littérature marxiste s'est arrêtée et s'est contentée de s'arrêter à tort, n'est-ce pas ? C'est en fait cette exigence dans laquelle se trouve le capital de se reproduire à une échelle constamment élargie, ainsi qu'à un rythme constamment accéléré.
c'est ce qu'on appelle habituellement le productivisme capitaliste. Alors de ce productivisme, je tiens à signaler que là aussi, je n'ai rien fait. Enfin, ce productivisme, généralement, on se contente là aussi d'en percevoir un aspect superficiel. Ce productivisme, il faut bien voir qu'il est essentiellement, constitutionnellement enraciné dans le capital. Il tient d'abord, je dirais, à la définition principielle du capital que Marx donne, n'est-ce pas, que j'ai rappelé tout à l'heure. Le capital, c'est une valeur en procès, c'est-à-dire c'est une valeur de l'argent, si vous préférez, qui se conserve et qui s'accroît constamment dans le processus de circulation. C'est-à-dire que vous n'en avez pas plus d'habitude que lui, parce que chaque fois que vous pénétrez dans une boulangerie pour acheter votre pistolet, comme vous dites aussi bien, l'argent que vous sortez de votre poche, il est perdu. Il n'est pas avancé par vous, il est dépensé. Il ne revient pas. Évidemment, vous avez un pistolet en main, et l'argent est parti. Le capitaliste, lui, au contraire, il avance de l'argent, et cet argent lui revient, donc il conserve son argent, et en plus, on dira qu'il revient encore avec un plus qu'il y avait au départ. Donc, si l'argent se fige dans la fonction d'argent, comme dit Marx, ça cesse d'être du capital. Enfin, le capital ne peut rester capital qu'à la condition de constamment faire ce travail qui consiste pour lui à procéder à des avances pour que l'argent revienne dans la forme argent, mais engrossé d'une fameuse plus-value. Et ça serait le capital à ce titre-là. Donc, de toute façon, le capital est voué à se maintenir dans cette forme-là. La deuxième raison de ce productivisme, c'est celui qu'on avance généralement, c'est la concurrence intercapitaliste. Les capitalistes font concurrence, c'est bien connu, et l'arme dans la concurrence, c'est l'accroissement de la productivité du travail, parce qu'en accroissant la productivité du travail, on peut abaisser les coûts de production, et évidemment, si on produit à moindre coût que les concurrents, on parvient à prendre des parts de marché, on parvient à améliorer son taux de profit, etc. Mais la troisième, je dirais, racine du productivisme capitaliste est plus profonde. Et Marx le signale pourtant longuement, mais les marxistes, quelquefois, les regardent court, je trouve rarement celui plus marxiste, il est enraciné dans la lutte des classes. Parce que le capital est un rapport social. Et dans ce rapport, il y a évidemment un conflit entre capital et travail. Les travailleurs, eux, luttent en permanence pour l'amélioration de leurs conditions de rémunération, c'est-à-dire pour obtenir un meilleur salaire réel, un pouvoir d'achat supplémentaire à celui dont ils sont déjà pourvus. Ils luttent aussi constamment pour réduire la durée et l'intensité de leur travail, toutes choses qui ne font pas les affaires du capital. Et une des manières les plus fondamentales que le capital a de répliquer à cette lutte des travailleurs, c'est d'augmenter la productivité du travail. De passer, comme dit Marx, je ne vais pas le développer ici davantage, de la formation d'une plus-value simplement absolue à la formation d'une plus-value relative. Et ça suppose l'augmentation de la productivité, donc, quelque part, le productivisme. Donc, inutile de penser qu'on peut sortir du régime du productivisme capitaliste tant qu'on se maintient dans un régime capitaliste. Il est nécessairement intrinsèquement productiviste. Évidemment, ce productivisme s'accompagne nécessairement aussi d'un consumérisme non moins débridé. Consumérisme qui implique de pratiquer l'obsolescence des produits, une obsolescence matérielle, quelquefois programmée, la chose est connue, mais une obsolescence surtout sociale, à coup de campagne publicitaire, à coup évidemment de pratiques de marketing, phénomène de mode, etc. Et il est illusoire de croire, je le montre également en détail, qu'on pourrait pallier tous ces effets de productivisme et de consumérisme en parlant sur l'économie immatérielle. L'économie immatérielle, c'est une blague. La rien immatérielle. Pensez par exemple ce que nous valent en termes de consommation d'eau et d'énergie les data centers. On vous donne une idée, ou qu'on peut compter sur l'économie circulaire, c'est-à-dire le recyclage, on montre aussi que c'est tous les effets pervers de la chose, ou ce qu'on peut espérer bénéficier à titre de sobriété matérielle, d'efficacité énergétique, parce que jouent à ce moment-là des effets rebonds qui annulent les bénéfices qu'on pourrait en attendre.
Donc, expropriation des producteurs, appropriation de la nature sous la forme de la valeur, productivisme, on a le cadre, pas total, mais essentiel de rapport capitalisme de la production. Dans la dernière partie de ce deuxième tome, que j'ai intitulé Nature abstraite, j'essaie de faire la synthèse de tout cela. C'est-à-dire que je pose une question, en définitive, quel type de nature le capital génère-t-il? Alors, la question peut sembler curieuse, parce que, évidemment, a priori, les hommes ne produisent pas la nature. C'est la nature qui produit les hommes. Sauf qu'il faut savoir quelle est notre particularité, spécificité à titre d'être humain. Nous n'avons jamais, en tout cas nous n'avons plus, à supposer que nous n'avions jamais eu, rapport à une nature première, c'est la nature telle qu'elle existe indépendamment de nous et antérieurement à nous. Nous avons toujours affaire dans l'histoire à une nature seconde, à une nature telle qu'elle est transformée par le travail humain et les pratiques humaines institutionnelles, symboliques plus généralement, tout ceci bien, c'est-à-dire à une nature seconde. Et la question, ce que j'appelle une socio-nature, la question que je pose dans cette partie, dans laquelle j'essaie de reprendre, c'est à quel type de socio-nature correspond la nature que génère l'appropriation capitaliste. J'essaie de suivre ici, je ne suis pas sûr d'y être parfaitement parvenu, et j'y reviendrai encore dans le séminaire de demain, où je mettrai, là je vous présente les résultats, je masque un peu toutes les lacunes, j'en ai vu certaines, j'espère, on ferait état d'un débat qui va suivre. Mais j'ai essayé de montrer que, en suivant là aussi le film de Marx, n'est-ce pas, Marx montre que l'appropriation capitaliste du travail et plus généralement de la société conduit à une abstraction généralisée. Produit, par exemple, un travail abstrait, ça montre comment soumettre le travail à la logique de la valeur conduit à transformer le travail concret en travail abstrait, un travail homogène, fragmenté, hiérarchisé, etc. Là, il s'agirait de montrer de la même manière combien l'appropriation capitaliste de nature produit une nature abstraite. Donc, qu'est-ce que ça signifie une nature abstraite? J'ai essayé de développer cette idée en montrant d'abord, premièrement, comment cela se produit à l'intérieur du procès de production, où la nature se trouve en fait réifiée. Et je mets en évidence ces différents moments de cette réification en reprenant l'analyse marxienne du passage de la manufacture à l'industrie mécanique, l'industrie mécanique, à l'industrie automatique, etc., en montrant quels sont les paradigmes à chaque fois de la nature qui sont produites et qui conduit à réduire en définitive la nature ici à une série d'abstractions scientifico-techniques ou technico-scientifiques, en définitive à une série de formules mathématiques. Deuxième moment de cette abstraction qui opère cette fois-ci au sein du procès de production, c'est-à-dire dans la manière dont, dans le procès au sein du procès de circulation, dans la manière dont, au sein de ce procès de circulation, la nature va se trouver marchandisée, transformée en marchandise, va se trouver financiarisée, transformée en support d'actifs financiers, soumis en ce sens-là à la logique de valorisation, à la logique de la valeur, et dévalorisée, dégradée, détruite en tant que valeur d'usage. Je veux dire, je mets en évidence comment la différence, opposition, conflit, qui va jusqu'à la contradiction et l'antagonisme entre valeur et valeur d'usage, marque la nature. Et je tente une synthèse de ces deux moments à travers une métaphore qui me permet de reprendre la métaphore par laquelle j'ouvre l'ouvrage, qui est la métaphore du vampirisme du capital. Je montre que le capital est fondamentalement vampirique. Il vampirise la nature. Alors, le vampire a une double forme, une fonction comme l'autre. Le vampire, c'est tout d'abord le mort-vivant qui tue sa proie pour pomper. Non, je suis ici dans la métaphore, vous avez bien compris. Je ne suis pas un disciple de Marcula. Donc, pompe le sang de sa victime pour en faire un élixir de jouance, n'est-ce pas, et transforme évidemment, en ce faisant, sa victime en un cadavre. De la même manière, le capital épuise fondamentalement la physis, la poésis naturelle,
et transforme la nature terrestre en cadavre. Qu'on pense par exemple à la transformation de la nature, enfin la Terre, en l'occurrence, puisque la nature pour nous, ça se limite cosmiquement à la planète Terre, comment elle transforme cela en une planète écume, comment elle provoque l'emport des océans, je faisais allusion, comment elle conduit à réduire à peau de chagrin les zones humides, mais à étendre les déserts, comment elle épuise les éléments naturels, comment elle appauvrit la biodiversité, comment elle nous menace de multiples manières dans notre constitution d'êtres vivants, pour voir que tout ça est de vaste œuvre mortifère. Mais le vampire a une autre dimension dans le vampirisme. Le vampire tue sa victime, mais il ne la tue pas tout à fait. Il la transforme en fait en un nouveau vampire. Il lui communique sa propre nature. Il lui communique en quelque sorte sa nature de mort vivant. Et c'est ce que j'essaie de montrer aussi que le capital fait à la nature, mais là non pas à la nature comme fusis, mais à la nature comme cosmos, c'est-à-dire comme ordre constitué. J'essaie de montrer comment le capital réorganise profondément la nature, c'est-à-dire réorganise l'ordre des phénomènes naturels, leur organisation, leur mise en relation, et comment cela génère, par exemple, une nature abstraite sous la forme d'un espace abstrait, sous la forme d'un temps abstrait. Je n'ai malheureusement pas pu aller au-delà de l'usage de cette métaphore, mettre cela en évidence. Je ne sais pas si j'ai déjà abusé de vraiment mon temps. Encore 10 minutes, alors, c'est possible, 5-10 minutes, comme ça on a une discussion. Absolument. Donc je vais aller au plus rapide. Donc le troisième tome comprend que, intitulé Perspectives historiques au pluriel, consiste en fait à développer, alors c'est une première partie, à développer sous une forme diachronique ces différents éléments, montrer comment ça s'est déroulé dans le temps. Je passe là-dessus, c'est moins intéressant. Ça consiste aussi en une partie dans ce tome à faire une petite excursion, je dirais, petite excursion théorique à travers l'économie politique. Je m'intéresse plus précisément à la manière dont l'économie politique qui a eu, Marx le montre déjà, une fonction idéologique à travers toute l'histoire du capitalisme, une fonction idéologique en ce double sens qu'elle masque les rapports de production en même temps qu'elle les légitime. Comment cette économie politique s'est comportée par rapport à la nature, en montrant qu'elle a été incapable fondamentalement de prendre en charge la thématique ou la problématique écologique, ou que lorsqu'elle l'a fait, elle a été incapable de, je dirais, rendre compte de la catastrophe écologique. Alors je ne passe pas en revue, évidemment, toute science économique, mais je m'arrête sur quelques figures classiques, comme celle de Malthus, et des figures plus contemporaines, comme l'économie de l'environnement, ou comme l'économie écologique, etc. Bon. Je m'arrête aussi sur des figures qui m'ont particulièrement intéressé, parce que c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde à l'envers, je dirais. Vous avez des économistes y compris parmi les figures de proue, par exemple, de l'économie néoclassique, parmi les figures de proue, par exemple, les maîtres à penser du néolibéralisme, qui sont évidemment par les modèles économiques qui promeuvent des écocidaires de tout premier ordre, ont pu, à titre privé, s'émouvoir de la catastrophe écologique et tenir des propos que n'aurait renié aucun écologiste. Et ça m'a intéressé parce que c'est un peu, je vous disais, Dr. Jekyll et Mr. Hyde à l'envers, n'est-ce pas? Rappelez-vous Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dr. Jekyll, c'est celui scientifique qui fait le bonheur de ses patients le jour et qui est un criminel sanguinaire la nuit. Et là, c'est exactement l'inverse. Eux sont des criminels en tant que scientifiques, et en tant que personnes privées, ils peuvent quelquefois s'émouvoir de ce que le chant des oiseaux disparaisse, ou que le thermomètre affiche des hauteurs qui sont anormales pour la saison.
La dernière partie, je dirais juste quelques mots aussi, inverse complètement la perspective. Dans tout l'ouvrage, j'essaye de comprendre comment le capital, quelque part, met la nature en crise. Et là, je prends le problème à l'envers. J'essaie d'examiner la question, savoir si, comment, sous quelle forme, jusqu'à quel point, la nature ainsi malmenée par le capital met le capital lui-même en crise. Et je montre, en fait, qu'en effet, la catastrophe écologique ne fait qu'aggraver la crise structurelle dans laquelle le capital se débat depuis maintenant un demi-siècle, qui fait que la plus longue crise structurelle de l'histoire du capitalisme, tout simplement parce que c'est l'hypothèse à laquelle je suis conduit définitive, c'en est la crise finale. C'est-à-dire, je pense que la crise est arrivée à une pleine impasse, du fait notamment, justement, des effets en retour que la crise écologique opère sur lui, notamment par le fait qu'il ne fait que dégrader constamment les conditions de la valorisation du capital en haussant constamment le coût des éléments qui rendent la composition tant du capital constant que du capital variable. La conclusion, enfin, donc je respecte les 10 minutes qui m'ont été imparties, la conclusion consiste à essayer d'explorer l'horizon qu'il y a devant nous. J'écarte, je ne viens pas les thèses de l'effondrement qui me paraissent au moins très fragiles. J'évoque la perspective d'une apocalypse. Une apocalypse selon Jean, pour ceux qui ont lu les évangiles, avec les 4 cavaliers de l'apocalypse, moi j'en vois 5 pour ma part, je n'ai lu que l'évangéliste, 5 cavaliers qui ont le chaos écologique grandissant, la paupérisation généralisée, la maladie, souvent générée par les 2 facteurs précédents, la guerre, comme issue des tensions qui iront s'accroissant à propos de l'appropriation de ce qui reste stable des ressources naturelles, si ce n'est pas le contexte actuel qui fera dire le contraire, et enfin la dictature, qu'on appelle communément le fascisme, qui va essayer de tenir à peu près une cohérence dans tout cela. Et évidemment, l'alternative par rapport à cette œuvre de mort, ce sera une fois de plus partie de la vie du côté du socialisme. C'est un socialisme qui aura lui-même à se confronter à la thématique, à la problématique écologique, donc un éco-socialisme. Alors, je conclue là-dessus. Alors, ça laissera constamment le lecteur sur sa faim, parce que c'est l'objet de l'ouvrage auquel je travaille maintenant, qui va consister, en fait, à dire, bon, reprenons toute la problématique du socialisme et du communisme, mais à l'heure et à l'ère de la catastrophe écologique, et voyons ce qu'on peut en faire. Je vous remercie pour votre attention.